Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes à Bordeaux aujourd'hui. Bienvenue dans les locaux de TV7, la chaîne TNT régionale du groupe Sud-Ouest, où nous nous trouvons à l'occasion de l'inauguration de la ligne à grande vitesse qui sera officiellement inaugurée demain avec un invité exceptionnel. C'est Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alain Juppé, vous vous êtes fait rare dans les médias depuis l'élection présidentielle, vous nous direz pourquoi. Et puis, le principe de cette matinale d'info, vous le connaissez, c'est ce face-à-face avec la presse quotidienne régionale. Et ce matin, vous serez interrogé par des journalistes et des éditorialistes de Public Sénat, de Sud Radio, de Sud-Ouest, qui nous accueille ici donc aujourd'hui, et de la Charente Libre, ainsi que du groupe EBRA. Vous le savez, c'est les 9 journaux du Dauphiné libéré au Progrès de Lyon jusqu'aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc une exposition très importante pour vous, Alain Juppé, aujourd'hui. Et cette émission se réalise également avec le concours de Ouest France. Vous le verrez tout à l'heure. Donc votre parole porte. On le sait, nous sommes à Bordeaux, chez vous. Alain Juppé, quand vous êtes arrivé à Bordeaux en 1995, est-ce que vous imaginiez que vous verriez Bordeaux rayonner comme elle rayonne aujourd'hui et que vous accueilleriez la ligne à grande vitesse? Je l'espérais et je le voulais. Juste un petit point avant de commencer, je suis pas tout à fait réveillé parce que hier soir le concert de Céline Dion s'est prolongé jusqu'à minuit et demi. Je salue le stoïcisme du public qui a écouté jusqu'au bout sous une pluie battante. 40 000 personnes, on dit? Oui, absolument. Et c'était le premier grand concert dans notre nouveau stade. Et j'étais subjugué. Enfin, je connaissais évidemment Céline Dion, mais quelle voix et quelle présence en scène. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Et puis vous avez des accointances canadiennes. N'est-ce pas? Et ce petit accent me ravit toujours. Bon, pour répondre à votre question, en 95, le projet était déjà, bien sûr, dans les cartons, et même un petit peu plus. J'espérais même qu'on verrait le bout du tunnel avant 22 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est fait. C'est un moment, je ne veux pas utiliser des mots souvent galvaudés, mais quand même assez historique pour la ville de Bordeaux, qui a été longtemps, dans l'histoire récente, un peu un cul-de-sac. Hein. Quand l'Espagne n'était pas encore pleinement engagée dans le combat européen, voilà, les Pyrénées étaient une sorte de barrière, et Bordeaux, je le répète, un peu un cul-de-sac. Et avec cette ligne à grande vitesse, nous sommes positionnés sur ce grand axe nord-sud Atlantique, qui est un grand axe de développement au sein d'une région qui est elle-même aussi extrêmement attractive. Donc c'est un moment capital pour notre ville. Yves Arté, du journal Sud-Ouest. Oui, est-ce que vous avez respiré en apprenant que non seulement le TGV arrivait à Bordeaux, mais que vous avez évité une déclaration publique d'utilité qui a été rendue caduque au sud de Bordeaux? Est-ce que vous avez craint à un moment donné que le projet n'arrive pas jusqu'à Bordeaux? Oui, le projet, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Hein. Il y a eu des tas de difficultés de toutes sortes, en particulier des problèmes de financement, parce que le système qui a été monté, sur lequel je ne vais pas entrer dans le détail, est d'une complexité que, je l'espère, on ne reproduira pas à l'avenir. Ça a été financé par la SNCF, par l'État, par une quarantaine de collectivités territoriales, plusieurs régions, plusieurs départements, etc. Et donc il y a eu des tiraillements, bien sûr. Mais bon, on va pas revenir sur ce passé. Les choses sont faites aujourd'hui dans d'excellentes conditions. Nous aurons 18,5 aller-retour en direct Paris-Bordeaux, 2h04. Et aux heures de pointe, ce sera une véritable navette, toutes les demi-heures. Donc voilà un instrument de développement majeur. Et quand vous observez ce qui s'est passé dans les autres villes qui ont été desservies par une ligne à grande vitesse, toujours, ça a été un levier de développement tout à fait remarquable. Il y a des décennies, Lyon ou Lille, plus récemment Marseille, plus récemment encore Strasbourg. Je sais que Rennes attend aussi sa ligne à grande vitesse avec beaucoup d'impatience. Tout cela arrive dans un contexte économique. Il y a eu hier la Cour des comptes qui a remis son audit sur l'état des finances de la France. Un budget insincère, selon l'expression du président de la Cour des comptes. Elle est lourde. Est-ce que c'est grave selon vous? Oui, c'est grave. Pourquoi? Pas simplement parce que nous avons pris l'engagement vis-à-vis de nos partenaires européens de respecter un certain nombre de règles. Nous avons pris cet engagement, il faut le respecter. Mais au-delà de cela, pourquoi est-ce qu'il faut éviter un déficit budgétaire? C'est que le déficit budgétaire, ça se paye par de l'endettement. Et l'endettement de la France a atteint aujourd'hui un seuil dangereux. Nous sommes pratiquement à 100% de tout ce que nous produisons dans une année qui passe en emprunt, et ceci fragilise notre souveraineté. J'entends beaucoup parler de la souveraineté de la France. Comment finance-t-on cette dette et ce déficit? En empruntant. Et on emprunte pour la plus grande part à l'étranger. Donc il faut absolument inverser la tendance. Bien, on le sait bien, hein, comme nous avons franchi le seuil
de tolérance du prélèvement fiscal, eh bien, il faut faire des économies. Il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on augmente les recettes, ou bien on maîtrise la dépense. Difficile et rapide et immédiate, comme le disent le ministre de l'économie et le ministre du budget. Écoutez, c'est à eux maintenant d'abattre leurs cartes. Ils ont donné leurs intentions. On va voir les mesures qu'ils prennent. Dans la période récente, je voudrais souligner un point. Le niveau d'administration publique qui a vraiment fait des économies, ou en tout cas qui a été lourdement taxé, ce sont les collectivités territoriales. On nous a prélevé depuis 2014 presque 10 milliards d'euros. Et l'État a fait 6 milliards d'économies. C'est-à-dire que ce sont les collectivités locales qui, en réalité, ont financé la quasi-totalité des économies de l'État. Même plus que la quasi-totalité. Dans ce contexte-là, est-ce que supprimer la taxe d'habitation, c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faudrait le retarder? Ça reste réaliste? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. On dit que c'est une mesure de justice sociale, je ne le pense pas, puisque vous le savez que, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, à peu près la moitié des foyers les plus modestes ne payent pas ou payent une taxe d'habitation allégée. Donc c'est une mesure qui concerne les classes moyennes. En cela, elle n'est pas complètement, évidemment, impopulaire, mais surtout, c'est une mesure jacobine. C'est une mesure centralisatrice. La liberté des collectivités territoriales, c'est la liberté aussi de voter le taux des impôts. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On nous dit compensation intégrale. Je sais comment ça marche. Je connais Bercy. La compensation, elle va être à 100% la première année, à 90% la deuxième année, et à 80% la troisième année. Donc, il faut que nos collectivités fassent des économies. C'est tout à fait évident, comme tout le monde. Mais maintenant, on est dans l'os. Il faut faire attention. Mais quand le chef du gouvernement dit qu'il faudra faire des économies, impensable qu'on puisse accepter ce chèque en bois, comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut instaurer de l'austérité? Je suis dans une situation où ça n'est pas à moi de prendre. Vous avez dirigé la France, vous savez parfaitement quelle est la situation. Il y a un ministère de l'économie et des finances, il y a un gouvernement, c'est à eux de prendre des initiatives. On sait très bien quelles sont les 3 grandes sources de dépenses publiques. La moitié, c'est ce que j'appellerais la protection sociale. Et donc, ça pose la question du régime de retraite, ça pose la question de l'indemnisation du chômage, ça pose la question de la lutte contre la fraude dans certains systèmes. Le tiers suivant, enfin le quart suivant, pardon, c'est l'État, un peu plus du quart, et ensuite les collectivités territoriales. Donc il faut que tout le monde s'y mette, et nous nous y sommes déjà mis. Mais est-ce que vous diriez alors que l'épreuve du réel ramène à votre diagnostic? Je pense que le diagnostic, il était largement partagé. L'idée que la dépense n'était pas tenue et qu'il y aurait un moment de vérité, on le savait. Alors peut-être que ça n'a pas été un enjeu majeur de la dernière élection présidentielle, c'est un peu dommage, parce que maintenant la réalité nous rattrape. Monsieur le maire de Bordeaux, avez-vous accroché le portrait officiel nouveau du président de la République? On ne l'a pas reçu dans les berries encore. Et qu'en pensez-vous? Je ne vais pas faire des commentaires, ce n'est pas tout à fait sans intérêt, parce qu'on va vivre avec pendant 5 ans. Oui, je vais l'avoir dans mon bureau tous les jours, donc c'est quand même important de savoir s'il a une bonne tête ou pas. Mais à partir de là, c'est pas ça qui va régler les problèmes dont on vient de parler. Certainement, mais si on s'arrête une seconde sur la posture, sur la photo, donc on va toujours commenter, qui est un symbole politique. Je vous laisse le soin de commenter. Moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'à côté du drapeau français, il y a aussi le drapeau européen. Et ça me permet d'ailleurs d'évoquer un événement qui se déroulera demain, qui est la cérémonie en la mémoire d'Helmut Kohl, pour qui j'avais la plus grande admiration et qui était un ami, et qui a démontré qu'on pouvait être un grand patriote et un grand Européen à la fois. Ça a été un grand Allemand et ça a été un grand Européen. Alain Juppé, est-ce que vous êtes consulté par le Premier ministre? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? On sait qu'il est un de vos fidèles, qu'il est un ami, vous l'avez dit vous-même. Lui-même vous a rendu hommage devant la presse quotidienne régionale, il y a quelques heures, en disant que vous étiez une forme de modèle pour lui, et que toute sa vie, il serait toujours tendu vers vous. Est-ce que vous êtes consulté par lui? Est-ce que vous lui parlez? Les gens ont envie de savoir ça. C'est amusant, j'ai parfois l'impression d'être une espèce d'agence de Pôle emploi, notamment pour les postes ministériels. On me dit, est-ce que tu pourrais dire à Édouard ceci, cela? Nous parlons naturellement. J'ai pour Édouard Philippe une très grande estime. C'est un homme de très grande qualité. Et puis en plus de l'amitié, vous savez qu'on a bossé ensemble pendant des années. Quand j'ai créé l'UMP en 2002, il a été le premier directeur général de ce nouveau parti. Et c'est grâce à lui, en réalité, que je l'ai vraiment construit. Et puis, ça a été un collègue, c'était un maire du Havre extrêmement efficace, qui a lui aussi beaucoup transformé sa ville. Voilà, j'ai des relations très, très étroites avec lui, mais de là vous dire qu'il me consulte sur ce qu'il a à faire, il est majeur et vacciné. Vous l'auriez nommé? Écoutez, moi je ne
fais pas des supputations. Mais ce qui fait, la question ne s'est pas posée pour les raisons que vous savez. De ceux que vous disiez un jour, il sera peut-être à Matignon. Ah, sûrement. Matignon ou ailleurs. Bon, je pensais qu'il aurait très certainement un rôle politique majeur à jouer dans notre pays, parce qu'il en a toutes les qualités. Liberté. Oui, ce changement générationnel qu'a bouleversé le monde politique a amené beaucoup de vos amis à changer de direction ou voire se consacrer à d'autres activités. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que l'une des leçons que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé depuis un an ou deux, les primaires, les élections présidentielles, les élections législatives, c'est que les Français veulent un profond renouvellement de ce que j'appellerais avec des guillemets la classe politique. Ils ont envie de têtes nouvelles. Justement ou injustement, là n'est pas la question. Ils ont le sentiment que ceux qui ont exercé le pouvoir pendant les décennies qui viennent de s'écouler n'ont pas été à la hauteur et n'ont pas su régler les problèmes de la France. Donc ils veulent tester d'autres responsables. Il faut en tenir compte et c'est pour la raison pour laquelle moi je prends du recul avec la vie politique nationale. Place au cadran maintenant. Emmanuel Macron va réunir le Congrès dès lundi. Il va s'exprimer, soit la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Est-ce que vous trouvez que c'est dans les codes de la Ve République? Écoutez, j'ai pris du recul, comme je viens de vous le dire, par rapport à la politique nationale. Je veux bien donner mon avis sur des questions de fond, comme celles qu'on a évoquées, le budget, l'Europe peut-être, si on en parle. En revanche, je n'ai pas envie de redescendre dans l'arène des joutes politiques. Mais la pratique de la Ve République, c'est une question de fond. Je n'ai pas envie de retomber dans l'arène des joutes politiques. On va poser la question autrement. Si la situation se compliquait, est-ce que vous reviendriez avec une parole politique forte? Je n'ai pas du tout l'intention de jouer les recours ou les statuts du commandeur. C'était ma question. Aujourd'hui, je me consacre avec amour et passion à ma tâche de maire de Bordeaux. On va en parler d'ailleurs. Un mandat qui n'est pas achevé, qui n'est qu'à mi-mandat. C'est passionnant, la ville, la métropole. On pourrait parler de tout ce qui accompagne aussi l'arrivée de la ligne à grande vitesse. C'est prévu. Revenons-y. Notamment sur le plan culturel. Nous avons mis en place une saison culturelle tout à fait exceptionnelle et je pourrais vous conseiller, vous les Parisiens, d'aller visiter quelques expositions. Une superbe exposition sur le design et la couleur au musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Mais monsieur le maire, je vais essayer quand même de vous ramener sur les institutions. Vous êtes persévérant. Non, mais sur les institutions de la Ve République auxquelles vous êtes extrêmement attachés. C'est du fond, l'institution. Par exemple, de légiférer par ordonnance. Notamment sur le code du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est une bonne manière de faire pour le Parlement, notamment? C'était dans mon programme. Ouais. Alors, je ne vais pas me contredire. Moi, j'avais un programme assez détaillé qui a fait l'objet de la publication de plusieurs livres. Donc, j'avais traité bien des questions, notamment celle de l'éducation. Et j'observe qu'on s'inspire beaucoup de ce que j'avais proposé dans ce domaine. Et j'avais dit effectivement que les ordonnances sont un moyen tout à fait institutionnel. C'est pas un coup de force. C'est prévu dans la Constitution française. Le Parlement n'est pas totalement mis à l'écart. C'est tout à fait faux. Il y a un premier débat qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance et ensuite il y a un deuxième débat in fine qui ratifie les ordonnances. Donc vous voyez que le Parlement est tout à fait dans le coup. L'intérêt des ordonnances, c'est qu'au lieu de prendre un an pour discuter un projet de loi, on peut boucler une réforme en 3 mois, c'est un peu optimiste, mais en tout cas en 6 mois. Et donc, moi, ça ne me choque en aucune manière, et je le répète, ça me choque d'autant moins que je l'aurais fait si j'avais été en situation de le faire. C'est pas l'affirmation d'un pouvoir plutôt très personnel? En 1995, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs à certains, mais enfin pour moi ce n'est pas un mauvais souvenir, j'ai fait la réforme de la sécurité sociale. Elle a été faite, et par ordonnance. Et bien des pans de cette réforme sont encore aujourd'hui en vigueur. Si nous avons des agences régionales de santé, si nous avons eu de lois de financement de la sécurité sociale tous les ans à l'Assemblée nationale, c'est le fruit de la réforme de 95. Elle a été faite par ordonnance. C'est à vous qu'on doit cette expression « droit dans ses bottes ». Vous en rappelez? C'était à cette époque-là, oui. Ouais. Alors à l'époque, aujourd'hui, on dit que c'est la République en marche qui doit être droit dans ses bottes. Pour marcher, il vaut mieux être droit dans ses bottes. Aujourd'hui, la formule de la mode, c'est le président Jupiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait un peu sourire. Attention de ne pas... Bon, allez, je ne veux pas faire de commentaires. Vous voyez, comme vous avez... Non, mais c'est intéressant parce que de jugement. Vous avez votre définition de la pratique du pouvoir, c'est intéressant. Le président Jupiter... Je vous rappelle que dans la mythologie, Jupiter est le dieu des dieux, oui, enfin, le roi des dieux. Surtout le fils de Cronos et qui a échappé. Il mange ses enfants, oui. Non, Cronos, pas Jupiter. Et ce qui n'a pas été le cas, puisque finalement l'enfant... Mais c'est bien ce retour à la mythologie, voilà, ça donne une dimension culturelle à la vie politique. Mais vous dites que vous n'étiez pas très réveillé ce matin, je vous trouve très en forme. C'est vous qui me réveillez. Je voulais revenir à Bordeaux, puisque vous dites que vous voulez vous consacrer à votre rôle c'est ce que je fais, politique municipale.
Vous avez une échéance politique locale importante, c'est 2020, les municipalités à Bordeaux. Est-ce que vous allez vous représenter? Mon échéance, échéance, c'est de faire en sorte que le mandat, qui n'est pas terminé aujourd'hui, progresse. Nous avons des projets considérables pour accompagner notamment l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Vous savez que 2 nouveaux quartiers de part et d'autre de la gare sont en cours de construction. C'est à ça que je me consacre. 2020, peut-être aurez-vous la gentillesse de me réinviter d'ici là et on en parlera le moment venu. Surtout si vous êtes candidat au municipal. Voilà, Territoire d'info est à Bordeaux aujourd'hui à l'occasion du lancement de la LGV, cette ligne à grande vitesse qui reliera donc Bordeaux à Paris en un peu plus de 2h, 2h05, 2h10, ça dépend. 0,4, oui. On se retrouve dans quelques instants avec Alain Juppé tout de suite. Voilà, donc Territoire d'info à Bordeaux avec Alain Juppé comme invité exceptionnel, parole rare dans les médias, mais vous nous avez quand même parlé et de politique ce matin. On a de la chance, donc on continue. On a parlé de questions de fond, et la politique c'est souvent des questions de fond, fort heureusement. Votre famille politique, c'est peut-être aussi une question de fond. Est-ce que nous sommes face à 2 droites irréconciliables? Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Ma famille politique est évidemment secouée par un certain nombre de tremblements, j'allais dire de tremblements de terre. C'est peut-être un peu excessif. C'est normal après ce qui s'est passé, donc c'est aux responsables de cette formation politique d'en tirer les conséquences. C'est vrai, mais Alain Juppé, vous avez créé l'UMP, vous avez été un responsable, et vous êtes un responsable politique majeur dans ce pays pour l'histoire de la droite. Aujourd'hui, on voit finalement cette déchirure. Vous avez été le premier à dire que la droite se radicalisait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça peut empirer ou est-ce que ça peut s'arranger? Le combat de ma vie politique a été de rassembler la droite et le centre, parce que je pense qu'on ne peut pas gagner en France une élection si on ne rassemble pas la droite et le centre. Vous savez du temps du RPR et de l'UDF, où ça nous a conduit, 81, 88, 95, il s'en est fallu de peu. C'est pour ça qu'on a fait l'UMP, et l'UMP avait réussi à mettre ensemble les gaullistes, les libéraux et les centristes, pour une raison de fond, c'est que les divergences que nous avions sur l'Europe, par exemple, s'étaient réduites, et que nous étions en mesure de partager un certain nombre d'objectifs. Cette construction a explosé en 2012. Il faut être conscient. L'UMP a vécu, le centre a repris son autonomie. J'ai essayé pendant ma campagne des primaires de revenir à cette construction de la droite et du centre. Je n'y suis pas parvenu. Voilà, la question se pose à nouveau aujourd'hui. Et est-ce que ce ne serait pas finalement en immense partie du centre qui se serait mis en place, réalisant par là le vœu de Giscard d'Estaing, de Francis Surtoit, etc., et que d'une certaine façon vous incarniez vous aussi? On verra si cette entreprise réussit. Je ne suis pas totalement persuadé que la droite et la gauche ne veuillent plus rien dire. Je crois qu'il y a bien sûr des évolutions qui sont faites et que la droite d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, la gauche d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Mais au fond des choses, il y a quand même des sensibilités différentes. Il y a des hommes et des femmes politiques qui mettent la priorité, si je puis dire, sur la personne humaine, sur sa liberté, sur sa capacité d'initiative, sur l'esprit d'entreprise. Et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est la collectivité, l'État qui ont le rôle principal à jouer. Voilà un clivage qui est important. Alors à partir de là, il faut que les forces politiques se reconstituent. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Elles peuvent être reconstituées ou les partis, c'est terminé? Non, le parti, c'est pas terminé. D'ailleurs, la première chose que font tous les hommes politiques qui veulent jouer un rôle, c'est de créer un parti. Le général de Gaulle, en 1947, je crois, crée un parti qui s'appelle le RPF. Quand il revient au pouvoir en 58, il est bien content d'être secrétaire d'Emmanuel Macron. Et naturellement, j'arrive à la situation d'aujourd'hui. M. Macron crée un parti politique. Donc ça aussi, quand j'entends dire qu'on va faire de la politique autrement, ça me fait rigoler. Bon, on fait de la politique avec des gens différents, mais on fait toujours de la politique de la même manière. Il n'y a pas 36 façons de faire. Il y a la façon autoritaire et dictatoriale, il y a la façon démocratique, et dans une démocratie, on fait toujours pareil. Il y a un gouvernement qui gouverne, il y a un parlement qui vote des lois, etc. Et donc, les partis auront un rôle à jouer. Cela dit, il faut qu'ils se régénèrent aujourd'hui, et qu'ils se régénèrent. Il y aura toujours des querelles de personnes, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la vie de la politique, c'est la vie des affaires, c'est la vie de la société, mais derrière tout ça, il faut clarifier une ligne politique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la grande famille de la droite et du centre, il y a des sensibilités différentes. Plus que des sensibilité, apparemment même des courants différents. Vous êtes inconstructif, vous?
Ah, moi j'ai essayé toujours de construire dans ma vie, j'aime pas démolir. Hein. Vous auriez voté la confiance si vous étiez Je ne peux parlementaire? pas vous répondre puisque je ne connais pas le discours de politique général du Premier ministre. Vous voyez, a priori, vous lui faites confiance. Non, mais je veux dire que je n'ai pas de position a priori. Je ne vais pas dire non, c'est non, hein, parce que c'est lui. Je regarde, s'il y a des choses qui me conviennent, c'est bien. J'ai des points de convergence. J'ai parlé de l'éducation tout à l'heure, l'idée de mettre le paquet sur les toutes petites classes, parce que c'est là que se joue la question de l'égalité des chances entre nos enfants, est une idée que j'ai soutenue. Sur l'Europe, je me réjouis de voir qu'un climat de confiance est en train de se recréer entre la France et l'Allemagne, et que face à l'Amérique de Trump, l'Europe va peut-être enfin prendre conscience qu'il faut qu'elle assume sa responsabilité en matière de sécurité. Et puis il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. On a parlé de la taxe d'habitation tout à l'heure, qui est une mesure jacobine. Je pense que l'augmentation de la CSG n'est pas non plus une bonne mesure et va pénaliser à la fois les retraités et les classes moyennes. Je ne suis pas d'accord sur la généralisation de la PMA. Hein. Je n'ai pas compris d'ailleurs l'avis du comité d'éthique. D'un côté, on dit oui à la PMA, et de l'autre côté, on dit non à la congélation des ovocytes chez les femmes, alors que ça pourrait être pour elles une liberté. Donc voilà, il y a des points où j'ai des divergences, et je jugerai, donc, enfin, j'aurais jugé si j'avais été membre du Parlement en fonction de ce qu'on fera et non pas en fonction d'a priori. Je voulais revenir une seconde sur ce que vous disiez sur cette séparation que vous faites toujours entre droite et gauche. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que, d'une certaine manière, l'aggiornamento du Parti socialiste et la façon dont le président Hollande a amené le Parti socialiste vers une voie un peu social-démocrate n'a pas contribué à rassembler finalement deux tendances qu'on retrouvait dans des partis traditionnels, un que vous incarniez et l'autre qui est incarné par le Parti socialiste? Oui, parce que je vous ai dit que pour moi, il existe toujours une culture, une histoire, des références, gauche et droite. Mais cette séparation et ce clivage a énormément évolué. Entre un social-démocrate et un libéral social, aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de différence. D'où la possibilité de recomposition, effectivement, du paysage politique. Vous comprenez la démarche de vos amis, en particulier d'Édouard Philippe et d'autres, Gilles Boyer, de gens que vous connaissez bien, qui vont aujourd'hui, finalement, dans cette démarche que vous dites, c'est-à-dire aller quand même vers la majorité présidentielle. Je n'ai jamais stigmatisé ni Édouard Philippe, ni ceux qui l'ont accompagné. C'est leur choix personnel et je le respecte. Constructif pour s'opposer, c'est la bonne manière aujourd'hui? Non, constructif pour juger sur pièce, pour juger aux actes. On ne juge pas parce qu'il y a une étiquette. On juge parce que telle réforme qu'on me propose est bonne ou pas bonne. Et voilà, il faut revenir aussi à cette liberté peut-être d'appréciation et de jugement sans se faire complètement embrigader dans une formation politique. Il faut aussi que les formations politiques aient la souplesse nécessaire pour respecter les personnalités et les sensibilités. Vous savez, j'ai parlé de l'UMP. L'UMP, ce n'était pas un bloc homogène. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du RPR, hein, ce n'était pas un bloc homogène aussi. Il y avait des sensibilités. La vision de l'Europe de Jacques Chaban-Delmas, ce n'était pas celle de Michel Debré. Donc il faut de la les souplesse. Constructifs, c'est une erreur de la part de votre parti? Pardon? Exclure les constructifs, c'est une erreur? Je ne suis pas sûr qu'ils aient été exclus d'ailleurs. Elles sont en voie. Alain Juppé, quand on a préparé cette émission, on a parlé évidemment un peu avec votre entourage. On nous a dit que vous avez eu, et on peut comprendre, c'est bien normal, un passage à vide après le résultat de l'élection présidentielle. Non. Ils l'ont senti. Hein. Pas oui, moi, non. bon, les législatives n'ont pas été un grand succès pour vos amis, vrai. ici en Gironde. Départ de François Bayrou, un de vos amis qui vous avez soutenu à la présidentielle. Départ de Jean-Pierre Raffarin, en tout cas de la vie élective. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce renouveau, ce dégagisme, même si on n'aime pas beaucoup de mots, oui, bien sûr. En marche? Bien sûr. Je vous l'ai dit d'ailleurs, les Français ont envie d'un renouvellement profond, non seulement des têtes, mais un peu aussi de la mentalité. Hein. On a vécu pendant 2 ans dans un climat où on nous parlait de colère, on nous parlait de déclinisme, on nous parlait de pessimisme français, du décrochage français. Les Français ont envie d'optimisme, de confiance. Alors je ne sous-estime pas leurs difficultés. Quand j'ai dit ça, moi, quand j'ai dit qu'il fallait construire une identité heureuse, quand j'ai parlé de bonheur, on s'est foutu de moi. Bon. Et aujourd'hui, on y revient. Alors, je ne sous-estime pas les difficultés. Hein. Vous parlez de Bordeaux. À Bordeaux, 15 à 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, je suis confronté aussi à la précarité, à la pauvreté, et à toutes sortes de difficultés dans la vie quotidienne. Mais on ne peut conduire un peuple qu'en lui donnant une perspective de confiance et de bonheur. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et les choses ont changé. L'image de la France à l'étranger a changé aussi. Et je pense que ça, c'est positif. Donc, vous ne vous excluez pas du jeu politique qui arrive, puisque vous faites ce constat? Non, je suis citoyen. Là, je vous parle en citoyen. Je ne suis pas parlementaire. Je n'ai pas de responsabilité dans un parti. Je n'ai aucune intention d'en reprendre, ni évidemment de fonction gouvernementale. Voilà, je m'exprime. On vous en a proposé? Il y a eu des discussions? Non. Mais est-ce que votre famille politique
politique aujourd'hui est capable. Naturellement. Est-ce que vous sentez que votre famille politique est capable justement de pouvoir produire ce bonheur et cette capacité à être optimiste? Bien sûr, parce qu'il y a des hommes de valeur quand dans on cette entend formation Bertrand politique. qui dit on ne s'aime plus, on ne veut plus se parler, Wauquiez court après l'extrême droite, on a le sentiment qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est leur problème. Des hommes de valeur, vous disiez, on vous a coupé? Vous voulez que je les cite? Oui, pourquoi pas. Non, il y a des hommes et des femmes de valeur. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas pessimiste non plus sur l'avenir de cette famille. Il faut qu'elle se régénère, qu'elle se reconstruise. Elle va le faire très bien. Mais cette reconstruction peut venir des territoires, justement, de leaders territoriaux comme vous, qui vont tenter d'imprimer à la politique nationale un autre mouvement des choses. C'est possible ou pas, Alain Juppé, ça? Est-ce que vous faites ce pari-là politique, vous? Oui, bien sûr. Ça m'a d'ailleurs conduit à beaucoup réfléchir à une réforme qui a été faite et que j'aurais d'ailleurs maintenue, qui est celle du non-cumul des mandats. Je sais que c'est une réforme très populaire dans l'opinion publique, parce que le mot du cumul, évidemment, est un mot qui repousse. Mais attention à ne pas couper complètement ceux qui gouvernent au niveau national et ceux qui gouvernent, entre guillemets, au niveau local. L'ancrage local est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que les élus locaux passent leur vie au milieu de leurs concitoyens. Quand j'entends dire que les élus sont coupés des réalités, je peux vous dire qu'en ce moment, je fais le tour des communes, des 28 communes de la métropole, donc je vais à la rencontre de mes concitoyens, je vais à la rencontre des conseils municipaux, on parle des problèmes qui se posent dans chaque commune, donc ça c'est absolument essentiel, et je pense que beaucoup de solutions viendront, donc c'est pas la base, j'aime pas ça, mais du terrain. Je prends un seul exemple, le combat pour le développement durable, le combat contre le réchauffement climatique, ça se passe sur le terrain, dans les villes. C'est dans les villes que nous traitons la question des mobilités, c'est dans les villes que nous traitons la question de l'habitat. C'est là que ça se passe, et toutes les villes ont des politiques assez audacieuses dans ce domaine-là. Et vous êtes aussi un ancien ministre de l'écologie. Éphémère, oui, mais ancien j'ai ministre. été le moins durable des ministres du développement durable, comme je l'ai dit souvent. Mais enfin, c'est moi qui avais lancé effectivement le Grenelle de l'environnement. À l'époque, j'avais été battu aux législatives et moi, j'avais respecté mon engagement. Battu, je n'étais pas resté au gouvernement. Oui, mais cela aussi. Monsieur Juppé, ils ont été élus. Non, mais je pensais à l'époque. À quelle époque? Non, n'y revenons pas, c'est du passé. Il y a peut-être prescription maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé au lendemain du Trocadéro, quand vous tenez ce point presse, cette allocution, où vous nous dites finalement que... Vous nous dites finalement, je n'y vais pas. L'allocution elle-même, la forme... La mienne? Très dramatique. Ah non, elle n'a pas été critiquée, non. Elle a été au contraire, je crois, très appréciée. J'ai reçu beaucoup de témoignages de respect, le mot n'est pas trop fort. Écoutez, je raconterai ça peut-être un jour par le détail, je n'ai pas envie de me révéler dans tout ça. Les choses sont très claires. J'ai perdu la primaire, j'ai respecté la règle du jeu, j'ai soutenu François Fillon pendant toute sa campagne présidentielle. Il est venu à Bordeaux, j'ai fait des interventions avec lui à Paris, commune. Ça vous a été difficile ? Voilà. Et puis il y a un moment où la question s'est posée de savoir s'il pouvait continuer. C'est pas moi qui l'ai posée, beaucoup de gens l'ont posée. Et ma position était très claire. Si François Fillon avait spontanément dit « je passe la main », à ce moment-là, j'aurais envisagé la possibilité, effectivement, si on l'avait souhaité, d'être candidat. Ça n'a pas été la position de François Fillon. Et à ce moment-là, je n'allais pas aller à la castagne avec celui qui avait gagné la primaire. Mais parce qu'ils pensaient que François Fillon ne persévérerait pas. Ils se sont trompés. Est-ce que finalement vous souhaitez la réussite du gouvernement d'Édouard Philippe et du quinquennat d'Emmanuel Macron? Bien sûr, je ne peux pas souhaiter l'échec de ceux qui nous gouvernent, parce que ce que je souhaite, c'est le succès de la France. Nous avons devant nous des défis considérables. On a parlé de la question économique, on a parlé de la question européenne, la question de la sécurité, de la défense européenne. Donc il y en a des enjeux majeurs, et on ne va certainement pas jouer la politique du pire pour jouer l'échec. Alors à partir de là, est-ce qu'il réussira, est-ce qu'il échouera? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Ce qui est bien, c'est que vous dites toujours au début que vous ne voulez pas parler de politique, mais vous adorez en parler, et ça, c'est très bien. Et on a le sentiment que vous avez vraiment envie d'être maire. En je me suis dit, je ne dois pas y aller. Il ne faut pas que j'y aille, parce qu'ils vont me piéger, ils vont me faire parler politique en permanence. Mais parler politique, c'est pas être piégé. Si, parce que vous m'avez invité pour parler de la LGV. Alors voilà. On comprend bien que vous avez envie, encore envie d'être maire de Bordeaux. Je salue votre professionnalisme. Oui, je m'intéresse à la politique. Merci Céline. Quand j'ai dit que je ne voulais pas redescendre dans l'arène, ça ne veut pas dire que je n'observe pas la politique. Ce que je ne veux pas faire, c'est commenter les positions de Pierre, Paul ou Jacques et me mêler des personnes. Ça m'intéresse plus et je n'y participerai plus. C'est pour ça que vous aimez Céline Dion finalement. On ne change pas. Elle nous a aidés.
Alain Juppé, juste une dernière question, puisqu'après on passe effectivement aux questions territoriales, à la fracture territoriale, qui est quelque chose qui vous concerne beaucoup, pour lequel vous êtes engagé également par le passé. François Baroin nous a déclaré, aux journalistes, à nous, qu'il savait que François Fillon allait perdre. Et qu'en conscience, il a continué. D'ailleurs, vous l'avez reçu à Bordeaux au moment des législatives. On a dit d'ailleurs que vous étiez réconcilié avec lui. Est-ce que vous avez su, vous, que François Fillon allait perdre ? Alors maintenant, tournons-nous vers la gare Saint-Jean et vers l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Non, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne veux pas revenir dans des choses qui sont du passé, qui n'intéressent plus personne, sauf les journalistes politiques que je respecte. Et les téléspectateurs. Je suis pas sûr que ça les passionne. Ce qui les passionne, c'est de savoir à quelle sauce ils vont être mangés demain dans le prochain budget. Voilà, ça les passionne. Alain Juppé est notre invité aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la ligne à grande vitesse. Donc 2h04. Vous l'avez pris ce train, il est aussi performant qu'on le dit. Non, mais est-ce que vous avez essayé de rentrer dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de preview pour vous ? Je le prendrai pour la première fois, peut-être pas demain, parce que j'attendrai la personnalité qui va venir l'inaugurer dans la gare Saint-Jean. Ce ne sera pas le président de la République d'ailleurs ? Non, parce que vous le savez, le président de la République est à Strasbourg pour la cérémonie en l'honneur d'Helmut Kohl. J'aurais bien aimé y être d'ailleurs, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'avais le plus profond respect, la plus grande amitié pour Helmut Kohl. Voilà, je crois que le gouvernement tient un séminaire à Nancy, donc on aura un ministre et naturellement nous le recevrons républicainement. Merci Alain Juppé, on vous retrouve dans un instant. On va parler des questions de fracture territoriale et locale aussi. C'est le zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qui va vous intéresser. Mais c'est quand même de la politique, hein. Ne nous demandez pas de cautionner un tel système qui est un véritable déni de démocratie. Éric Ciotti pensait décrocher le poste de questeur traditionnellement réservé à l'opposition, mais surprise. Monsieur Thierry Solaire, 306 voix. Monsieur Éric Ciotti, 146 voix. Thierry Solaire, en l'occurrence, est membre de votre parti, pardon. Quoi ? Je ne sais pas s'il est encore membre de notre parti. Mais il l'est. Thierry Solaire, c'est un professionnel de la trahison. Emmanuel Macron s'adressera au Parlement réuni en congrès à Versailles lundi à 15h. La veille du discours général d'Édouard Philippe devant l'Assemblée. Briller la politesse comme ça au Premier ministre, c'est un manque de respect vis-à-vis de nos institutions. Je ne savais pas qu'En Marche était en train de devenir la marche impériale. La convocation du congrès revient à prononcer la phrase « J'ai décidé de dissoudre mon Premier ministre ». Comme toujours, il y aura deux expressions à la fois parfaitement en ligne et en même temps complémentaires. Maintenant, je suis confus de ne pas m'exprimer sur la politique nationale, mais je suis en Estonie. Moi, je n'irai pas pour une raison simple, c'est que le lendemain, il y a le discours de politique générale du Premier ministre. Le Président de la République nous convoque quand il veut, il a toute latence pour le faire, à tout moment. Si c'est pour faire de la communication en direction des Français, nous n'avons rien à faire là. S'exprimer la veille de la déclaration politique générale, c'est juste squeezer le gouvernement. Et même, je vais plus loin, c'est un coup de force institutionnel qui ne dit pas son nom contre le rôle du Parlement. Puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas. Nous n'irons pas. La France insoumise veut faire un énième coup médiatique. Je pense que c'est dommage. Je pense que la République, je pense que le Parlement mérite mieux que des coups de menton. Est-ce que c'est ça que vous vouliez comme renouveau de la politique, que de voir quelqu'un qui était déjà un monarque plein de pouvoir se transformer en un pharaon? Si le président Macron décide d'aller au Congrès, c'est certainement pas pour enfiler des perles ou pour dire qu'il est heureux de siéger dans ce poste. Donc vous dites qu'il faut y aller. On l'attend d'ailleurs, on l'attend sur des sujets majeurs. 8 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant du dérapage budgétaire du dernier gouvernement Valls. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. Le moment est grave. Jamais, je pense, les commentateurs, les observateurs de la vie budgétaire de notre pays n'auraient imaginé que la Cour des comptes utilise le mot insincère. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Ce soir, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice pour les agents de la fonction publique. Il reste gelé. Voilà, et je pense qu'il faut prendre des mesures d'économie fortes pour expliquer aux Français que ces mesures d'économie, chacun peut le comprendre, ça évitera des augmentations d'impôts. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, retour à Bordeaux avec Alain Juppé, notre invité exceptionnel de cette matinale d'info aujourd'hui. Rebonjour Alain Juppé, merci d'être avec nous ce matin. Après un concert de Céline Dion qui s'est déroulé fort tard pour vous hier soir. Et avant le concert des Vieilles Canailles demain. Demain, le concert des Vieilles Canards au nouveau stade Matmut à Bordeaux. Alors, je vous présente Jefferson Desports, que vous connaissez déjà, une signature de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Cyril, bonjour Alain Juppé. Je vous présente Jean-Pierre Barjou, qui est rédacteur en chef, directeur de la rédaction de la Charente Libre. Bonjour Jean-Pierre, et merci d'être avec nous. On va parler évidemment de cette LGV, qui est un événement colossal, qui sera inauguré donc demain à Bordeaux. Et puis on va parler aussi de la fracture territoriale. J'ai tout de même, je voudrais reprendre une de vos paroles. Il y a quelques jours, Le Point a consacré un très bon exemplaire à Bordeaux, avec sa LGV. Tout change, et c'est tant mieux, disent-ils. Vous dites, la LGV est une chance, mais attention, Bordeaux ne doit pas devenir une ville dortoir pour Paris qui garderait les emplois. Bien sûr, notre ville, notre agglomération se développe. Sont attractifs, je ne vais pas vous citer tous les palmarès qui nous mettent en haut de l'affiche. Donc il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens, et pas que. Parce qu'on vient aussi du sud-est ou d'ailleurs, qui ont envie de venir s'installer à Bordeaux. Ils sont les bienvenus, ce qui explique d'ailleurs certaines tensions sur les prix du foncier ou de l'immobilier. C'est pour ça qu'il faut construire et construire beaucoup. Mais tout ceci n'a de sens que si nous sommes capables de développer le marché de l'emploi. On ne vient pas à Bordeaux simplement pour s'installer et aller passer ses week-ends sur le bassin d'Arcachon, on y vient aussi pour travailler. Et donc nous avons une stratégie de développement économique qui est très ambitieuse. D'abord, dans le cadre de cette opération que nous avons appelée Bordeaux-Atlantique, parce que ça fait 10 ans qu'on se prépare à l'arrivée de la ligne à grande vitesse. On n'a pas comme ça découvert les choses d'un coup. Donc on souhaite y faire un centre d'affaires tertiaire et tertiaire supérieur, mais nous avons aussi d'autres pôles de développement majeurs. Je n'en citerai qu'un pour ne pas être trop long. C'est ce que nous avons appelé l'aéroparc. Bordeaux est une grande place aéronautique, spatiale et défense. Thales vient d'investir 200 millions d'euros sur l'aéroport. Dassault vient de rapatrier la maintenance de ses Falcons sur Bordeaux et envisage d'autres implantations bordelaises. Nous avons Safran aussi et tout un réseau d'entreprises sous-traitantes extrêmement performantes. Donc voilà, nous avons des atouts. French Tech, ce fameux label, correspond à un véritable vivier d'entreprises du numérique à Bordeaux, soit des entreprises confirmées comme Cdiscount, soit des start-up qui se développent beaucoup. Et puis enfin, il y a le tourisme qui est à l'origine de la création de très nombreux emplois. Nous avions 2 millions de touristes il y a 10 ans environ, 6 millions l'année dernière. Ceci étant dû au classement de la ville dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, à son embellissement et à son dynamisme. Donc vous voyez que nous avons une stratégie de développement économique qui nous permettra en particulier de répondre à un souci qu'on nous exprime souvent, c'est l'emploi du conjoint. Souvent, il y a un couple qui arrive, une famille qui arrive, l'un des deux a un emploi et l'autre cherche du boulot. Et c'est là que nous avons un peu un élément de faiblesse et qu'il faut développer l'offre d'emploi. Jefferson Desports. Justement, on va rester sur les LGV. Alain Juppé, on le sait, elle va contribuer, sinon accélérer le développement de la ville. Mais est-ce que la ville, justement, va pouvoir tenir la cadence en termes de logement, en termes d'infrastructures? Je rappelle que la rocade est déjà saturée. C'est un problème commun à toutes les grandes agglomérations. Est-ce que voilà, la rocade, pour nos téléspectateurs parisiens, c'est une forme de périphérique autour de Bordeaux. Exactement. Voilà, 2 fois 2 voies, presque 3 fois. Nous, on parle de bord de bûche, c'est la rocade. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le rythme en termes d'infrastructures et répondre à ces nouvelles arrivées? Oui, je le crois, à une petite condition sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que nous avons une stratégie de développement cohérente. Nous nous sommes préparés à tout cela. Nous avons déjà fait des efforts considérables en matière de transport collectif ou de développement de ce qu'on appelle maintenant les modes actifs. Mais vous ne craignez pas une saturation assez vite? Je ne pense pas. Il faut quand même être un peu réaliste. Bordeaux n'est pas une ville gigantesque. Justement, on parle de la métropole millionnaire. La métropole n'est pas une métropole gigantesque. Nous sommes la moitié de Marseille et à peu près la moitié de Lyon. Et par rapport à Paris, le 10e. Donc vous voyez qu'on n'est pas pris par la folie des grandeurs. On n'est pas pris par la folie des grandeurs. Et je me réjouis que nous augmentions. Je vais vous donner 2 chiffres que personne ne connaît, je crois. Le fait que je les répète souvent. Au début du siècle dernier, Bordeaux avait 300 000 habitants. En incluant Codéran, qui n'était pas rattaché administrativement, il faut des périmètres comparables. 300 000 habitants. Au début des années 90, à peine plus de 200 000. Les Bordelais étaient partis. Ils étaient partis autour de Bordeaux, à Mérignac, à Pessac, etc. La ville s'était appauvrie et à l'époque, il y avait des taux de vacances, quand je suis arrivé en 95, énormes dans certains quartiers, comme le quartier Saint-Pierre ou le quartier Saint-Michel. La tendance est complètement inversée. Nous avons regagné 50 000 habitants et je m'en réjouis. Et donc, nous avons encore des possibilités de développement parce qu'à l'intérieur même de Bordeaux, nous avons des centaines d'hectares. Nous avions, parce que maintenant ça commence à changer. Mais avec des prix qui augmentent aussi. Oui, mais écoutez, qu'est-ce qui vaut mieux? Une ville qui se vide où les prix baissent? Ou une ville qui attire et où les prix forcément augmentent? Je voudrais signaler à propos des prix
que dans tous les programmes de construction que nous avons lancés, dans tous les grands programmes d'aménagement, alors pour ceux qui connaissent Bordeaux, utilisez peut-être des noms barbares pour les noms bordelais, Ginkgo, Bassin à Flot, Brazza, Bastide de Niel, Garonne-Eiffel, Saint-Jean-Belsier, 35% de logements locatifs sociaux, disons des HLM, et notamment du très social PLI, 35%, et 20% d'accession à la propriété à des prix maîtrisés. Notre cible, c'est 3 000 € du mètre carré. Alors après, il y a le logement libre, qui lui, effectivement, a tendance à augmenter. Et la seule réponse à tout ça, c'est de construire pour que l'offre accompagne la demande. Il n'y a pas que les villes, il y a aussi la ruralité. Voilà. Jean-Pierre Barjou, la Charente libre. Effectivement, l'attractivité de Bordeaux est manifeste. Elle a été dopée. Enfin, ça, c'est très très bien. Mais les territoires périphériques et satellites, je veux dire, se sentent un peu étouffés peut-être par la dimension que prend Bordeaux et qu'est-ce qu'ils peuvent en espérer. Ils peuvent en espérer beaucoup. Beaucoup sûrement. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce problème se pose, vous avez raison. Hein, on voit bien, et c'est pas propre à notre région. C'est pareil à Toulouse, c'est pareil à Montpellier, c'est pareil à Marseille, etc. Nos métropoles, en général, se portent plutôt bien, alors que nous avons des territoires ruraux qui se sentent abandonnés, parfois même méprisés, ce qui peut expliquer d'ailleurs certains votes politiques, comme on l'a vu dans le Médoc, ici dans notre région. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une réalité? Je voudrais d'abord souligner qu'en Gironde, la croissance démographique est plus forte à l'extérieur de la métropole que dans la métropole. Donc ça veut dire que l'ensemble du territoire profite de l'attractivité. Et la région Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine, est une des régions aussi les plus attractives de France. Donc moi, ce que je défends, c'est la complémentarité entre la métropole et les autres territoires. Je vais prendre un seul exemple, le tourisme. Le tourisme, j'ai dit 6 millions de touristes à Bordeaux, mais ils vont où ces touristes après ? Ils vont sur l'ensemble du territoire, et le tourisme vitivinicole, soit par la route, soit par le fleuve, c'est considérablement développé. Libourne et Saint-Émilion profitent plein pot de l'attractivité de Bordeaux. Et nous essayons de développer des accords de coopération avec d'autres territoires. On a conclu un accord avec Angoulême, on est en train de conclure un accord avec Libourne et la communauté d'agglomération de Libourne. Donc voilà, essayons de jouer cette complémentarité. Peut-être qu'un jour, les bateaux de croisière fluviale vont sortir de la Gironde, arriver à La Rochelle et puis irriguer aussi la région de Cauillac. Vous voyez que ça peut profiter à tout le monde. Alors le fait que vous ayez été, Alain Juppé, Premier ministre, que vous ayez accès évidemment à ce Premier ministre, à ce gouvernement, à ce président, peut vous aider à militer pour ce type de désenclavement? Est-ce que vous allez jouer de votre aura politique personnelle pour ça? Oui, enfin, surtout de mon statut, si je puis dire, ou de mon mandat de maire de Bordeaux et de président de la métropole. J'imagine que le gouvernement sera attentif à ce que lui diront pas simplement les maires des grandes villes, mais l'ensemble des élus locaux. Il faut éviter absolument cette rupture entre le niveau national et le niveau local. Et donc, de ce point de vue, je jouerai à plein cette carte. Nous avons encore des défis devant nous. Hein. On en parlera peut-être. À l'instant. J'anticipe. Alors, je vous laisse poser des questions. Ça fait la liaison avec Bordeaux. Je voulais qu'on reste sur Bordeaux, Alain Juppé. Je vous ai entendu tout à l'heure dans la première partie de l'émission dire que ce n'était pas le moment d'évoquer votre avenir personnel et politique à Bordeaux municipal. Et pourtant, on sait que La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, a déjà coché la case des municipales. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une candidature et que ce parti se mette déjà en place un peu plus avant et vous oblige un peu à sortir du bois plus tôt? Honnêtement, ça ne me préoccupe de aucune manière. M. Rousset avait coché la case Bordeaux, M. Feltès avait coché la case Bordeaux. Voilà. On verra ce qui se passe en 2020. Il y a beaucoup. Mais vous ne pensez pas que ça peut arriver plus tôt? Vous savez, on vit dans un monde de grande vitesse. Hein. Ça ne vous a pas échappé. C'est ce qui se dit. Tout va très vite. Je vous pose... Personne ne sait ce que sera la situation en 2020. Quelle sera la loi sur le nombre de mandats qu'on peut faire, Justement, la loi prévue, la loi de moralisation de la vie publique vise à interdire plus de 3 mandats d'affilée. Vous êtes dans ce cas-là. Est-ce que vous craignez que ce soit un handicap? Alors je sais que dans votre entourage, on rappelle souvent la parenthèse du Québec qui pourrait faire cette rupture. Je ne veux pas entrer dans ces spéculations. Je suis simplement très honoré qu'on se préoccupe de mon avenir. Mais il y a un moment où il faut laisser aussi la place à la relève. Donc on verra comment elle se prépare. Alain Juppé, dans cet entretien du Point que vous avez donné à Jérôme Cordelier, qui est un habituel de cette matinale d'info, vous dites: en toute hypothèse, je ne ferai pas 47 ans comme Chaban, votre prédécesseur. Oui, mais ça, c'est le état civil qui me l'interdit. Voilà, j'ai toujours pensé que 75 ans est un bon âge pour décrocher. Vous l'avez dit au Point il y a quelques jours. À l'Élysée, j'aurais été jusqu'à 77. Mais votre calendrier, c'était 2022. Vous venez de dire quand même que vous laissez la relève se préparer. Il faut une relève, bien entendu. C'est un de mes soucis, oui, bien sûr. C'est de préparer des équipes qui soient capables de prendre la relève. Parce que je suis maire de Bordeaux, mais je ne suis pas tout seul. Hein. J'ai une équipe autour de moi, une équipe de grande qualité, avec des adjoints qui sont très investis dans la vie de la cité. Oui, beaucoup, ils pensent. Plusieurs, ils pensent. Beaucoup, ils pensent. Ça m'amuse, d'ailleurs. Je les regarde y penser. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ces ambitions naissantes? Avec bienveillance, elles sont normales. Simplement, il faut être très clair. La division, c'est l'échec.
C'est tout, c'est le message que je leur adresse. Mais si on reste sur ce terrain-là, Alain Juppé, tous vos candidats aux législatives que vous avez soutenus, vous êtes engagés derrière eux, ont tous été battus par des candidats d'En Marche. Il y a toujours eu un décalage à Bordeaux, vous êtes trop fin connaisseur de la situation pour ne pas le savoir, entre les élections nationales et les élections locales. Hein. Ouais. La ville de Bordeaux, au plan national, est une ville de gauche, c'est clair. Mais François Hollande avait fait 57%. Et bon. Juste Alain Juppé, ça montre que l'effet Juppé ne marche surtout que pour vous. C'est pas parce qu'on a une photo d'Alain Juppé dans le dos. Il marche au niveau local et municipal. Effectivement, au niveau national, j'ai été battu en 2007 aussi. Il n'avait pas joué l'effet Juppé à ce moment-là. Donc il faut déconnecter les deux et ne pas tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Pas simplement à Bordeaux d'ailleurs, la vague, elle a été générale, on le sait bien. Et je le répète, dans quel état sera En Marche en 2020, 2019 finalement, parce qu'il y a le temps de faire la campagne. 2019, début 2020, est-ce qu'ils feront du surplace, est-ce qu'ils feront la course, voilà, en tête, on verra. Jean-Pierre Barjou, la chambre libre. Oui, je veux quand même revenir sur la question des complémentarités avec des villes comme Angoulême, bien sûr, ou Agen, qui sont, je dirais, peut-être à l'écart malgré tout de l'effet LGV, puisque soit elles ont très très peu d'arrêts comme à Angoulême, soit comme à Agen, elles sont encore un peu loin, je dirais, de Bordeaux. Comment cette coopération peut se développer et véritablement s'accélérer? D'abord, l'effet TGV sur Angoulême n'est pas nul. Hein, il n'est pas net, mais il est assez enfin, il est reçu avec peut-être une déception, mais il y a quand même un certain nombre de dessertes directes, et là aussi, on gagne 1 heure sur Paris. Enfin, ça me paraît très important, et Agen aussi. Donc il faut absolument que cette ligne à grande vitesse puisse bénéficier à tout le monde, ce qui m'amène à évoquer une autre question qui me tient à cœur, c'est que Bordeaux ne doit pas être un terminal ou un cul-de-sac, et que donc il faut poursuivre le GPSO. Le grand projet du Sud-Ouest, il faut aller jusqu'à Toulouse, et il faut aller jusqu'à la frontière espagnole. C'est mal barré. Hein, vous connaissez la récente décision du tribunal administratif qui a annulé la déclaration d'utilité publique vers Toulouse. Il faut reprendre le dossier, parce que c'est vrai qu'il y avait des difficultés environnementales, qu'il faut mieux traiter que ça n'a été le cas jusqu'aujourd'hui. Et puis il y a la question du financement. Comment va-t-on financer cette ligne? Il va falloir inventer d'autres financements, parce que les collectivités territoriales ne pourront plus faire l'effort qu'on nous a demandé sur Tours-Bordeaux. Sur Tours-Bordeaux, la métropole a mis 125 millions d'euros. C'est tout à fait considérable. Donc il va falloir imaginer des financements différents sur le long terme pour réaliser ces infrastructures qui bénéficieront à Agen alors et à d'autres villes. Malgré qu'il y ait un président socialiste de la nouvelle région, il y a un bon dialogue positif entre le président de la métropole et le président de la région, de la Nouvelle-Aquitaine. On a une tradition dans cette terre girondine de respect mutuel. On n'est pas des excités ni des sectaires. Un bon président à la Roussel. Les Aquitains ont décidé que oui, puisqu'ils l'ont réélu. Donc ça doit être un bon président. Et la région Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine se porte bien. Moi, quand j'ai été élu en 95, j'avais déclaré, je ne sais pas ce que c'est qu'un tramway de gauche et qu'un tramway de droite, faisons un tramway. Et c'est parce qu'on s'est mis d'accord sur un programme qu'on est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ici au début de chaque mandature, majorité et minorité? On se met d'accord sur un projet de gouvernement. On signe et après on le fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec le président de la région, vous auriez voulu faire au niveau national. Et avec le président de la région, j'ai des relations tout à fait bonnes, ainsi qu'avec le président du conseil départemental. Alain Juppé, il n'y a pas une, mais 2 villes qui inaugurent la LGV demain. Il y a aussi Rennes. Cette matinale d'info, Territoire d'info, est partenaire avec Ouest France. On va écouter Bertrand Plouvier, qui est conseiller municipal de Rennes, que vous connaissez bien. Très bien, que j'ai soutenu dans son combat législatif. Voilà. Malheureusement, il n'a pas gagné, mais c'est quelqu'un de très bien. Il vous interpelle sur ce match, au fond, Bordeaux-Rennes, Rennes-Bordeaux, au micro de Samuel Nora pour Ouest France. On l'écoute. Bertrand Plouvier, je suis conseiller régional de Bretagne, chef de file de la droite et du centre à Rennes et à Rennes Métropole. Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, je suis ravi de pouvoir vous poser cette question concernant l'arrivée de la LGV. Ce samedi, nous allons inaugurer à Rennes et à Bordeaux l'arrivée de la ligne grande vitesse. Bordeaux sera désormais à 2h05 de Paris et Rennes, à moins d'1 heure et demie, deviendra la première des métropoles du Grand Ouest, la plus proche de la capitale. Depuis plus de 20 ans, vous avez œuvré pour l'attractivité du territoire de Bordeaux, vous avez profondément transformé votre ville, mais comment garder cette avance par rapport à Rennes, qui aujourd'hui devient la porte d'entrée de la Bretagne?
Vos amis bretons, Alain Juppé. J'aime beaucoup la Bretagne. Je suis très lié à la Bretagne pour des raisons familiales. Et puis c'est une très belle région. Moi, je crois aux vertus de la concurrence. On le voit bien. C'est ça qui stimule, c'est ça qui amène à avoir de l'imagination. Donc je fais confiance à la Bretagne et à Rennes pour développer des stratégies de développement qui ne seront pas contradictoires avec celles de Bordeaux. Il y a de la place pour tout le monde. Le territoire national est vaste. Nous avons des caractéristiques différentes. Et donc, bonne chance à Rennes. Je me réjouis tout à fait de l'arrivée de la ligne à grande vitesse. C'est 2h04, pas 2h05. Donc, on a quand même un avantage compétitif. Alors, est-ce qu'un jour, il y aura une ligne à grande vitesse entre Rennes et Bordeaux? Ça, on peut toujours rêver. Merci. Alain Juppé, vous restez avec nous. On passe au débrief de vos propos dans un instant. C'est Alain Juppé, notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Je pense qu'on devrait y arriver. Alain Juppé, je vous présente Nathalie Moret du groupe EBRA, qui représente donc 9 journaux qui se situent entre le Dauphiné libéré jusqu'aux dernières nouvelles d'Alsace, en passant par le Progrès de Lyon que vous représentez aujourd'hui, Nathalie, sur ce plateau, et qui va, c'est la tradition de cette émission, débriefer, revenir sur les propos que vous avez tenus avec nous ce matin. Nathalie Moret. Bonjour Monsieur Juppé, j'ai bien compris que vous ne vouliez plus parler de politique politicienne, que vous vous intéressiez désormais à votre ville, et on en a longuement parlé, que vous vous intéressiez à la France au sens large et aux questions de fond. Donc je vais commencer par 2 ou 3 questions sur la France. J'ai suivi votre campagne présidentielle via la primaire, et vous avez dit dans tous vos discours importants que la France avait besoin d'une alternance profonde. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France a cette alternance profonde ? Il s'est produit un véritable chambournement ou chamboulement politique. C'est clair. Et les partis dits traditionnels ont explosé en plein vol. Aussi bien le Parti socialiste, qui a même perdu son nom, si j'ai bien compris, à l'Assemblée nationale, que ma formation politique, qui est aujourd'hui en voie également de réexamen, si je puis dire. Donc voilà, il faut tenir compte de cette situation nouvelle, et ce renouvellement, il est incarné effectivement par le nouveau président de la République, par le nouveau gouvernement. Je ne parlais pas vraiment de bouleversement politique, mais d'alternance au sens politique. Alors j'ai dit effectivement, que la France avait besoin de profondes réformes, et naturellement, je suis toujours sur cette ligne-là. Nous avons besoin de profondes réformes dans notre système éducatif. On déclare depuis des années qu'une des voies royales pour permettre l'insertion de nos jeunes dans leur vie professionnelle, c'est l'apprentissage et l'alternance. Il faut vraiment s'y coller et faire en sorte que ça marche mieux qu'aujourd'hui. On a besoin de profondes réformes dans le domaine économique. Il faut faire sauter les freins à l'embauche aujourd'hui. Le climat économique est meilleur, les anticipations sont meilleures, donc il faut faire sauter ces freins, cette complexité au-delà même du poids des charges. Je crois que c'est la complexité administrative, la complexité réglementaire qui paralyse les initiatives. Et on en prend le chemin de cette... On va voir. On va voir. Pour l'instant, vous savez, ce gouvernement, il a quoi, 1 mois d'existence, donc il n'a pas déposé encore de texte sur le bureau du Parlement, donc on va juger sur pièce. Voilà. Et puis il y a besoin de profondes réformes aussi au niveau européen. Il faut redonner envie d'Europe aux peuples européens. Et là, je pense que les choses sont bien amorcées avec l'Allemagne. Voilà ce que j'entendais par renouvellement de fond. Durant votre campagne, vous avez été le premier à théoriser les 2 France. La France qui va bien, pour qui tout roule, et puis la France qui souffre. Ça a été un des thèmes de campagne d'Emmanuel Macron, notamment dans l'entre-deux-tours. Comment vous l'avez reçu, le fait qu'il reprenne vos idées? C'est tout simplement parce qu'il a dû faire le même constat que moi. Moi, je n'ai pas inventé une théorie. Je me suis beaucoup déplacé en France pendant 2 ans. Je suis allé dans la quasi-totalité des départements français, dans l'Hexagone et Outre-mer, et j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu qu'il y a effectivement une France qui est à l'aise dans la mondialisation, la France des start-up, la France des jeunes en Erasmus qui connaissent l'Europe et qui se déplacent. Et puis, il y a une France qui se sent abandonnée, on en a parlé un peu tout à l'heure à propos des territoires ruraux, une France qui se sent décalée, qui a un peu peur de tout ça. Il faut réconcilier ces 2 France. C'est ça l'enjeu politique des prochaines années, par des réformes qui permettent d'embarquer tout le monde dans le train de l'optimisme. Quand j'ai parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'identité heureuse, on en a conclu que voilà, j'ai imaginé une France qui n'était pas ce qu'elle était. Pas du tout. J'avais parfaitement conscience de ce qu'était la France. Mais je ne pouvais pas me résigner à cette espèce de clivage. Et mon message, c'était de dire, allons-y ensemble. Mettons dans le coup ceux qui restent au bord du chemin. Justement, j'ai rencontré Édouard Philippe pour les journaux du groupe EBRA entre les 2 tours de la législative, et je lui posais la question de cette identité heureuse. Et il me disait que Emmanuel Macron ne la reprenait pas à son compte, mais en revanche, qu'il retrouvait chez le président de la République la même volonté que vous aviez de ne pas se
laisser enfermer dans un sectarisme partisan et la même volonté de tenir un langage de vérité et d'optimisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? C'est ce qui explique sans doute le parcours d'Édouard Philippe. Après avoir été mon porte-parole pendant ma campagne des primaires, le voici Premier ministre. Donc il a dû trouver des points communs entre, sinon les personnalités, du moins les lignes politiques du président de la République et la mienne. Pour compléter ce que dit Nathalie Moret, dans la Ve République, je pense qu'il n'y a jamais eu un gouvernement avec autant de juppéistes à l'intérieur. Oh, dans le mien, si. Enfin, j'espère. On parlait de questions de fond, là. Vous avez parlé à 2 reprises durant la première partie de l'émission de la suppression de la taxe d'habitation. Et quand nous nous étions rencontrés à l'occasion de la primaire, vous m'aviez dit que l'une de vos principales qualités, selon vous, c'était que vous étiez un élu local et que c'était cette proximité qui vous permettait d'établir les politiques le projet politique que vous vouliez porter. Est-ce que vous pensez que le fait que Emmanuel Macron n'ait jamais été élu local est un défaut dans justement cette décision de supprimer la taxe d'habitation que vous avez évoquée et aussi sur le cumul des mandats que vous avez aussi évoqué en première partie? Ce sont des sujets différents. Sur le cumul des mandats, j'ai dit tout à l'heure que si j'avais été en situation de responsabilité, j'aurais maintenu la réforme. En revanche, je n'aurais pas supprimé la taxe d'habitation et je ne connais pas d'élus qui soient véritablement, les locales, pardon, qui soient véritablement favorables à cette réforme. Tout simplement parce que je l'ai dit, c'est une mesure de recentralisation qui va donner encore plus de pouvoir à Paris, et Paris c'est Bercy en l'espèce, sur la vie des collectivités locales. Mais c'est une méconnaissance du terrain ? On a beaucoup. Je suis inquiet de voir effectivement, du fait du non-cumul, disparaître de l'Assemblée nationale la quasi-totalité des maires, de grandes villes ou petites villes, peu importe. Et ça, je pense que ce n'est pas bon, et je pense qu'il faudra trouver des moyens de recréer ce lien. Est-ce que le Sénat y concourra ? Je n'en sais rien, mais ce serait tout à fait inquiétant. Vous savez, on critique beaucoup les collectivités locales en disant qu'elles dépensent trop d'argent, qu'elles font des giratoires, etc. C'est une vision un petit peu simpliste. D'abord, nous, on n'est pas en déficit. Vous n'avez pas le droit. On n'est pas le droit, oui. On n'est pas, pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas le droit, vous avez tout à fait raison. Donc on ne pèse pas sur la dette publique. Et deuxièmement, il faut bien voir pourquoi nous avons des budgets qui sont difficiles à maîtriser. Quand on fait des quartiers nouveaux comme à Bordeaux, faire des écoles. Quand on fait des écoles, il faut mettre du personnel dans les écoles, et c'est du personnel municipal. Il faut accueillir la petite enfance. Donc il y a une demande sociale très très forte de services publics. Donc il faut mieux gérer, il faut être plus efficace. On a, je ne veux pas rentrer dans le détail de la vie des collectivités locales, mais on a mis en commun au cœur de Bordeaux Métropole toute une série de services qui étaient avant répartis en 28 communes. J'espère qu'à terme, ça va nous permettre de faire des économies d'échelle et des économies. Donc oui, à une meilleure gestion, mais ne nous privons pas des moyens de rendre les services quotidien au public et d'investir. Le principal investisseur en France aujourd'hui, public, ce sont les collectivités territoriales. 75%. Est-ce que vous craignez justement qu'avec l'annonce de la Cour des comptes hier, les collectivités locales aient encore à subir une baisse de leur dotation? On voit bien que le ministre de l'économie a déjà suggéré ça dans une interview la semaine dernière. Je le crains parce que c'est la mesure la plus facile pour le gouvernement. Il décide d'un chiffre et puis aux collectivités territoriales de se débrouiller. Pas vous accabler de chiffres, la métropole de Bordeaux, depuis 2014, du fait des baisses de dotation de l'État, a perdu 200 millions d'euros sur son budget. 200 millions d'euros, c'est tout à fait considérable. Si ça continue, on va être obligé d'arrêter un certain nombre d'investissements ou de supprimer un certain nombre de services. Il va falloir être clair. Quel recours vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous en parlez déjà, vous, entre collègues? D'abord, je vous le dis à vous et donc à tous nos téléspectateurs ou à tous nos éditeurs. Nous avons des organisations qui sont puissantes, l'Association des maires de France, l'Association des grandes villes, qui a pris un nom nouveau aujourd'hui. Bref, nous allons faire passer ce message, bien entendu, au gouvernement pour le sensibiliser à cette réalité. Alain Juppé, on vous a eu sur ce plateau, sur le Territoire d'Info, sur Public Sénat, avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale pendant 1 heure. On vous a vu plein de projets, on vous a vu très en forme physiquement, vous allez bien. Comment pouvez-vous imaginer votre avenir sans avoir un avenir politique en dehors du territoire? On a bien compris que le territoire... Est-ce que vous... Parce qu'on dit souvent Alain Juppé, il est difficile à percer, on comprend mal Alain Juppé. Qu'est-ce qui vous anime encore? Cette passion, elle est là. Alors, pourquoi elle ne continuerait pas sous une autre forme? Alors, je vais poser la question. L'Europe vous intéresse? Est-ce que vous pourriez prendre, par exemple, un haut poste
à l'Europe. C'est curieux, on me parle toujours de postes. Pour agir. J'ai eu tous les postes possibles et imaginables, sauf un, très bien, que je n'aurai pas, et c'est ainsi. Et que vous regretterez toute votre vie certainement pas, je ne suis pas en train de me morfondre dans le regret ou dans le blues. Non, et puis en plus, bon, je fais ce que j'ai à faire ici à Bordeaux avec passion, je vous l'ai dit, avec amour, parce que cette ville est merveilleuse, et les Bordelais témoignent leur confiance, ça c'est très important, de se sentir en phase avec sa population. Mais fort heureusement, j'ai pas que ça dans la vie. Hein, j'ai aussi une famille qui m'apporte beaucoup de choses. J'aime aussi la lecture. Puis je vais vous faire une petite confidence. Personne ne le croit, mais c'est assez vrai. Je suis assez paresseux de tempérament. Et j'aime beaucoup être sur la plage d'Osgore à regarder les vagues. C'est ce que vous allez faire cet été ? J'espère. Nathalie Mouret, vous avez une dernière question pour Alain Juppé ? Oui, vous aviez dit durant la campagne à plusieurs reprises ma liberté n'a pas de prix. Est-ce que finalement ça a été un handicap, le fait que votre liberté n'ait pas de prix ? Non, et aujourd'hui, je me sens plus libre que jamais. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je dis même rien quand j'ai envie de dire rien. On a noté. Voilà, vous l'avez noté. Donc voilà, je me sens un homme libre et heureux de l'être. Et puis, surtout confiant dans la France. C'est ça qui, pour moi, est l'essentiel parce que c'est un pays merveilleux. On a compris que vous ne cherchiez pas de responsabilité au niveau européen. Bordeaux vous intéresse visiblement encore beaucoup. Pourquoi vous ne nous dites pas je vais être candidat à nouveau et puis peut-être partir en cours de mandat? On aura essayé. Et peut partir en cours de mandat. Vous n'avez plus de dauphin, vous n'avez plus. Je vous ai déjà répondu, la France a besoin. Quels sont les critères? Il est 13-30 secondes. Quels sont les critères qui vont conduire à votre décision, au moins? Bien, on en reparlera, je vous l'ai dit, le moment venu. La question ne se pose pas aujourd'hui. Nous sommes à peine à mi-mandat, non, tout juste à mi-mandat. Donc voilà, on a c'est quand le moment venu? C'est quoi? C'est quelle date? Eh bien, c'est fin 2019, début 2020. Vous reviendrez ici le dire? Si vous m'invitez, je le note dès maintenant sur mon agenda. On vous invitera, Alain Juppé. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité exclusif. Vous qui êtes rare dans les médias de territoire d'info. Nous sommes déplacés à Bordeaux à cette occasion. C'est le lancement demain de la ligne à grande vitesse. Merci à vous. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Merci Alain Juppé. Au revoir. Merci. Merci Nathalie Mouret. Merci.